production Sideways. Ce balado est présenté par Expression Centre d'écoute active. Expression est un centre d'écoute qui vient en aide aux gens qui ont besoin de parler, qui ont besoin de ventiler sur une situation particulière. Bienvenue au balado Dernier souffle. Un balado qui aborde la fin de vie et les soins palliatifs avec humanisme, ouverture et transparence. Animé par Catherine et Véronique, on vous invite dans ce bel univers. Bonne écoute! Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du balado Dernier souffle. Donc, aujourd'hui, vous l'aurez remarqué, on porte des écouteurs parce qu'on enregistre à distance. Donc, notre invitée, c'est Dr. Baronne, qui est directrice médicale de l'organisme Le Fort Enfants et Familles. Dr. Baronne, je pense que je vais vous passer directement la parole pour que vous puissiez vous introduire, puis en même temps, peut-être nous dire brièvement c'est quoi l'organisme Le Fort. Oui, absolument. Donc, bonjour. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Moi, c'est Sylvana Baronne. Je suis pédiatre spécialisée en soins palliatifs pédiatriques et bioéthiques. Donc, évidemment, j'ai un intérêt très particulier pour les soins palliatifs pédiatriques. Et je suis au Fort Enfants et Familles depuis 2020 et dans le poste de directrice médicale depuis 2021. Pour ceux et celles qui connaissent peut-être pas au moins Le Fort est une maison de soins palliatifs pédiatriques, la toute première au Québec, qui a été fondée en 1999. On est un organisme à but non lucratif situé dans le quartier Angus à Montréal et on offre des soins et services aux enfants qui répondent aux critères de soins palliatifs pédiatriques. Donc, on offre accompagnement, répit, soins de fin de vie et suivi de deuil également. Puis moi, je me demandais, c'est quoi votre motivation à faire des soins palliatifs pour la clientèle pédiatrique? Parce que je peux imaginer que ça doit être un gros défi, autant professionnel que aussi personnel. Là, c'est quand même, ça doit être assez émouvant et c'est ça, peut-être difficile émotionnellement là, de... Enfants. C'est probablement la question que je reçois le plus souvent. Donc, j'ai fait ma formation en pédiatrie à l'hôpital Sainte-Justine et au courant de ma formation, c'est sûr que j'étais confrontée à des situations assez complexes. Au CHU Sainte-Justine, on soigne beaucoup de patients avec des complexités médicales, des maladies chroniques, des atteintes quand même importantes. Il y a une population oncologique aussi, donc des enfants atteints de cancer, la néonatologie, les soins intensifs pédiatriques. Fait que j'étais confrontée à des situations cliniques très, très complexes, d'enfants quand même gravement malades. Et je trouvais qu'on faisait un excellent travail pour traiter les pathologies dans un but de, avec une vision curative. Puis c'est toujours ce qu'on veut, hein, c'est de guérir, de soigner et de guérir. Mais je me suis rendu compte que il y a un certain nombre d'enfants pour qui la maladie va rester. On ne pourra jamais guérir la maladie. Donc, malheureusement, on a fait énormément de progrès au niveau, par exemple, des traitements des cancers, mais encore des cancers avec un pronostic sombre. Et donc, je me suis un peu posé la question, ça m'a mené à réfléchir sur comment est-ce qu'on peut mieux soutenir ces patients-là. Aussi, les enfants avec des maladies chroniques complexes qui ont des atteintes de plusieurs systèmes du corps. Ces enfants-là, ils vivent dans une situation de comme fragilité médicale constante. Puis ils sont souvent réadmis à l'hôpital, réadmis aux soins intensifs. Les parents confrontent presque au quotidien des décisions difficiles pour leur enfant. Donc, j'ai comme réfléchi, puis je me suis dit, moi, j'aimerais pouvoir être dans une position pour mieux accompagner ces familles-là quand on n'est pas nécessairement dans un objectif de guérison, mais plus d'accompagnement, de soulagement de symptômes, d'amélioration de la qualité de vie. Puis c'est vraiment ça, les soins palliatifs. Ouais. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que c'était mon dernier stage de résidence et j'étais pas souvent là. Donc les stages de résidence, c'est environ 1 mois. Et là, j'avais une semaine d'études, j'avais mon examen du Collège Royal, fait que j'étais pas beaucoup présente, mais le peu de temps que j'ai passé avec l'équipe, c'était assez pour que je réalise que c'est ça que je voulais faire. J'étais vraiment enchantée par l'approche centrée sur la famille, une équipe bienveillante qui était vraiment à l'écoute, qui prenait vraiment comme la vision globale de l'enfant et la famille. Donc, c'est ça. Mon parcours, j'ai quand même
eu un congé de maternité par la suite et c'est après que j'ai décidé de poursuivre une formation spécialisée en soins palliatifs pédiatriques. Okay. Donc, j'ai jumelé ça avec une formation en éthique parce que, comme vous pouvez imaginer, ça va très bien ensemble. Donc, je suis partie 2 ans à Johns Hopkins aux États-Unis pour ma formation. Puis c'est vraiment drôle, c'est quand j'ai annoncé aux membres de ma famille puis aux amis que j'allais faire une formation à Johns Hopkins, tout le monde était comme « Wow, c'est cool, c'est excitant, tu t'en vas te faire former en quoi? » Puis là, je disais « Soins palliatifs pédiatriques », puis là, tu voyais leur visage, c'est comme « Ah ouais ». On savait même pas que c'était une formation, c'est bien donc triste, tout ça. Fait qu'il y a encore cette réaction-là, je vous dirais, de la part non seulement du grand public, mais aussi d'autres professionnels de la santé. Mais je vous dirais que c'est comme la plus belle formation, puis une des plus belles spécialités. Ah ouais, c'est ça, j'allais dire, c'est vraiment une spécialité, tu sais, les soins palliatifs, là, autant que cardio, que, tu sais, on l'oublie des fois. Puis, c'est quoi votre rôle, en fait, là, au sein de l'organisme Le Fort? Ou peut-être nous décrire une journée type, une journée de travail là, typique à l'organisme. Donc, comme directrice médicale, je suis responsable de l'équipe médicale. Donc, on est vraiment chanceux au Fort d'avoir une équipe médicale incroyable composée de médecins de famille et de pédiatres avec différents degrés de spécialisation en soins palliatifs. Donc, il y en a qui viennent du monde plus de soins palliatifs adultes, d'autres du monde pédiatrique. Donc, on se rejoint. Mais c'est vraiment bien parce qu'on amène chacune nos propres perspectives puis nos discussions sont vraiment riches. On offre un service médical avec une couverture de garde 24 heures sur 24, 365 jours par année. Donc, c'est important qu'on ait des médecins qui répondent à l'appel. Donc, on est chanceux de l'avoir. Donc, je m'occupe un petit peu de l'équipe médicale, la formation continue, tout ce qui est formation clinique, les horaires de garde, tout ça. J'ai un rôle aussi d'advocacy, de parler de soins palliatifs pédiatriques, un peu comme on fait aujourd'hui, de démystifier certaines choses auprès du grand public. J'ai un rôle aussi de formation auprès des professionnels de la santé. On est un organisme communautaire, donc on n'est pas académique, mais on a quand même un volet de formation et de recherche, donc pour soutenir justement d'autres intervenants dans la communauté. Et je présente à des congrès, des conférences. Je travaille en collaboration avec des chercheurs universitaires sur des projets de recherche également. Donc, c'est ça, c'est pas mal. Oui, c'est ça, j'allais dire. La liste est longue. Et il n'y a pas vraiment de journée type, c'est ça qui est intéressant. Ça dépend un petit peu des patients qui sont à l'intérieur de la maison. Donc, on offre différents services au Fort. Tous nos patients ont accès à 30 nuitées de répit par année. Donc, je vous dirais une journée typique. On a surtout des patients en répit à la maison. Donc, ils ont peu de besoins médicaux dans le sens où ces patients-là sont beaucoup pris en charge par l'équipe de soins infirmiers, les préposés aux bénéficiaires, les spécialistes en loisirs adaptés et d'autres intervenants à l'intérieur de la maison. Donc, les médecins, on est vraiment là plus en soutien. Donc, un peu pour les deux extrêmes, c'est comme ça que je dis ça. Donc, s'il y a un enjeu médical un peu mineur qu'on peut évaluer et soigner, ou justement, si on a un patient qui va vraiment pas bien, dont l'état se dégrade, bien là, on est là pour le prendre en charge. Donc, ça, c'est pour nos patients qui sont plus en répit. Ce qui est le fun avec ces patients-là, c'est qu'ils reviennent pour plusieurs séjours. Fait qu'on apprend à les connaître. On apprend à connaître l'enfant dans son unicité. On apprend à connaître les parents aussi, qui est vraiment... c'est vraiment unique, là. Ouais. Et ensuite, on peut avoir également des patients qui sont là en séjour de gestion de symptômes ou en fin de vie, où là, le médecin a vraiment un rôle plus actif. Donc là, on est vraiment très, très présent auprès de l'enfant, auprès de la famille, dans l'accompagnement, les explications sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer, puis évidemment toute la gestion médicale des symptômes avec nos médicaments, nos mesures non pharmacologiques. Donc là, on devient un petit peu plus comme le médecin traitant pour le patient, parce que là, c'est notre expertise. Donc, on prend le relais de l'équipe traitante, par exemple, à l'hôpital, et là, on est vraiment pleinement présent pour soigner le patient dans la gestion des symptômes et la fin de vie. OK. Puis vous êtes vraiment un organisme qui fonctionne toute seule, là. Vous n'êtes pas affilié à aucun hôpital, hein?
C'est ça. Donc, on est un organisme autonome, communautaire. C'est un partenariat public-privé. Donc, on n'est pas un établissement de la santé dans le sens de la loi, mais on travaille en étroite collaboration avec nos partenaires communautaires et les CHU pédiatriques. Donc, la plupart de nos enfants sont référés du CHU Sainte-Justine et de l'Hôpital de Montréal pour enfants. On a des rencontres régulières avec les équipes de soins palliatifs respectives de ces CHU pédiatriques. Parce qu'on sait qu'on dessert mieux les patients quand on travaille ensemble. Puis c'est aussi important, en soins palliatifs, on parle, et surtout en pédiatrie, on parle beaucoup de l'importance de la continuité dans les soins, des soins vraiment longitudinaux. Donc, c'est important pour les parents qui savent qu'on se parle, qu'on se connaît, qu'on travaille ensemble. Donc, même si on forme pas une équipe, on travaille très étroitement ensemble. Donc, je pense que ça, c'est vraiment une force de notre approche aussi. C'est ça. Justement, comment qu'on intervient auprès des enfants, la clientèle enfant versus celle des adultes? C'est quand même très différent, j'imagine. Là, l'approche, c'est quand même l'approche des soins palliatifs. Mais quelles sont les différences entre les deux? Ouais. Donc, l'approche, la philosophie, la vision des soins palliatifs adultes et pédiatriques, elle est sensiblement la même, comme tu viens de dire. Donc, c'est vraiment une approche axée sur le soulagement des symptômes dans toutes ses formes, qu'elles soient physiques, psychologiques, spirituelles, sociales, dans le but d'améliorer la qualité de vie du patient. Et on a une approche multidisciplinaire, exactement comme en adulte. Où il y a certaines différences, c'est vraiment la spécificité de la clientèle. Hein. Donc, en adulte, il y a vraiment, je dirais, c'est un petit peu plus limité dans les catégories de diagnostic et de pronostic. Donc, tu sais, ils sont beaucoup plus dans des catégories de cancer, insuffisance cardiaque, insuffisance rénale, alors que chez la population pédiatrique, il y a vraiment tout un éventail de diagnostics qui peuvent mener à une espérance de vie limitée. Je vous donne un exemple. On a des enfants qui ont des atteintes multisystémiques, donc de plusieurs systèmes du corps, suite à une extrême prématurité. Donc, qui ont des vulnérabilités chroniques. On a des enfants, bien sûr, qui font partie de la population oncologique, qui ont des cancers. On a des enfants qui ont des syndromes génétiques, des maladies orphelines, donc des maladies très, très rares, très peu connues. Donc, on a décrit 5 cas au monde. Donc, vous pouvez imaginer l'incertitude avec laquelle on vit. Donc, on est beaucoup moins dans les catégories de pronostics où on peut vraiment dire, OK, c'est un pronostic de 3 à 6 mois. Donc, c'est le cas pour certaines pathologies, mais je vous dirais souvent, c'est plus des enfants qui peuvent vivre pendant des années avec des maladies chroniques complexes. Fait que ça, c'est un petit peu différent que les soins palliatifs adultes. Quoique, je vous dirais quand même que en soins palliatifs adultes, c'est la même philosophie dans le sens où ils essayent vraiment de s'intégrer tôt dans la trajectoire de la maladie. Il y a différents obstacles pour différentes raisons, mais en pédiatrie, c'est vraiment la pierre angulaire. On dit que les soins pédiatriques sont pertinents du moment du diagnostic tout au long de la trajectoire de la maladie. Fait que souvent, on va suivre des familles pendant des mois, voire des années. Ça nous permet de vraiment établir des relations de confiance avec les enfants, avec la famille et de mieux soigner. Je vous dirais, c'est sûr, plus on connaît l'enfant et sa famille, mieux on peut soigner. Donc ça, c'est quand même les grandes particularités. Puis évidemment, il y a tout, tu sais, un enfant n'existe pas seul, il existe dans sa famille, il existe dans sa communauté. Il y a tout l'aspect développemental. Hein. Un enfant, c'est un être en développement. Donc, comment on va aborder les soins palliatifs, la fin de vie, les symptômes avec un enfant de 3 ans versus 6 ans versus un adolescent. Fait qu'il y a tout cet aspect-là aussi qui est vraiment unique aux soins palliatifs pédiatriques. Oui. Et puis, tantôt, vous avez parlé justement de l'aspect éthique. Tu sais, au niveau du consentement, comment est-ce que ça se passe? Parce qu'il y a quand même un consentement, il y a un âge là, où ce que le consentement est légal. Ben, le consentement légal, c'est ça qu'on dit? Je pense que oui. Oui? Ouais. Donc, c'est un peu particulier parce que le Québec, on est un peu différent. Hein? Dans d'autres provinces ou d'autres juridictions, on va parler plus de comme le mineur mature, puis on va évaluer plus la capacité du jeune de comprendre, par exemple, une intervention, les risques, les avantages, les risques et les avantages de pas procéder, par exemple, avec un traitement ou une intervention,
pour vraiment évaluer si le jeune est apte à prendre cette décision-là. Au Québec, en principe, le mineur de 14 ans ou plus peut consentir seul aux soins. C'est ça, 14 ans, OK. Ou requis par son état de santé. Donc, c'est sûr que ça amène une complexité plus importante. C'est sûr que je pense que le principe fondamental quand on travaille avec des enfants et des adolescents, c'est quand même d'être dans le respect de leur autonomie le plus possible, dans la mesure du possible, tout en travaillant en collaboration avec la famille. Ouais. Bon, c'est sûr que ça peut mener à des défis et des enjeux éthiques un petit peu complexes, surtout quand on parle de décisions autour des soins de fin de vie, des traitements de chimio, tout ça. Mais on essaie toujours d'être dans le respect de l'enfant et de l'adolescent, puis de ses souhaits et de ses volontés. Puis comment est-ce que vous gérez ça quand justement un enfant, par exemple, de 14 ans, qui est considéré apte à prendre ses décisions, va, par exemple, décider de faire un arrêt de traitement et que les parents, par exemple, sont totalement contre, que les parents voudraient continuer, continuer les traitements pour tenter là, de guérir, là? Ouais. Donc, c'est les situations qui sont nommées comme étant des situations assez complexes. Ouais. Je vous dirais qu'il n'y a pas de réponse simple. Puis c'est pas une personne non plus qui va prendre la décision. Hein. C'est pas comme si moi, comme médecin, je vais arriver puis je vais dire « OK, non, ça n'a pas d'allure » ou « Oui, okay, on va procéder ». C'est vraiment des discussions itératives qu'on va avoir en équipe interdisciplinaire. Fait que souvent, ces discussions-là, on va impliquer un travailleur social, une travailleuse sociale, un psychologue, l'infirmière pivot du patient, le médecin de soins palliatifs, l'oncologue, par exemple. On puisse vraiment s'assurer que le jeune comprend. Fait qu'il faut quand même évaluer ce qu'on appelle un peu la maturité psychosociale. Donc, est-ce que le jeune est en mesure de prendre cette décision? Est-ce qu'il comprend le traitement? Qu'est-ce que ça peut amener comme avantage? C'est quoi les risques? Est-ce qu'il comprend les avantages et les risques de l'alternative, qui serait de ne pas procéder avec un traitement? Puis si le jeune peut démontrer cette compréhension-là, puis qu'on juge que c'est une décision qui est raisonnable, puis là, c'est là que c'est subjectif, le jeune a le droit de dire non. T'sais, si vous dites qu'on peut faire encore la chimio, mais ça va peut-être ajouter 2 semaines, puis moi, ces 2 semaines-là, je veux les passer avec mes amis, ou je veux les passer à la plage, ou je veux vivre des bons moments, puis je comprends que je vais en décéder. Ça peut être une réflexion qui est tout à fait raisonnable. Ouais. Nous, on veut être dans le respect des souhaits de jeunes. C'est sûr que ça peut être difficile pour les parents, mais là, c'est une situation où vraiment on va devoir s'asseoir ensemble puis un peu faire le reflet de, ben là, on est là pour soutenir ce jeune-là dans ses souhaits, ses volontés. Des fois, comme médecin, ça dépend des familles. Il y a des familles qui veulent vraiment qu'on soit un petit peu plus directif, je vous dirais, dans nos recommandations. Il y en a d'autres que non. Fait qu'on va s'adapter aussi à ça. Puis je vous dirais, si on se rend à un niveau où il y a vraiment un impasse, où le jeune et les parents sont pas d'accord, on a d'autres outils à notre disposition. Donc, justement, des consultations en éthique clinique. On a des équipes qui peuvent nous aider. Heureusement, au Fort, on a un consultant en éthique clinique. Les juges pédiatriques en ont aussi. Donc, on peut demander une consultation en éthique pour nous aider. Après, il y a le tribunal, mais c'est vraiment un dernier recours. Oui, j'imagine qu'on ne veut pas trop se rendre là. C'est ça. C'est quoi les différences majeures peut-être en termes d'évaluation médicale avec les enfants versus les adultes? Comme par exemple peut-être un bébé qui n'est pas capable de nommer sa douleur ou ses inconforts. Oui. Ouais, donc en pédiatrie, on va se fier à plusieurs observations cliniques, surtout comme chez nos patients non-verbaux. Fait que, on a des bébés, évidemment, qui peuvent pas nous dire, mais on a aussi beaucoup de patients qui n'ont pas la capacité de s'exprimer verbalement. Donc, on va y aller beaucoup avec le langage corporel. Fait que c'est des choses qui sont quand même assez intuitives. T'sais, nous, on est formés pour ça, mais un enfant qui a le visage crispé, qui pleure, qui semble être irritable. Donc, pour nous, c'est des signes clairs d'inconfort.
d'inconfort. Et on a aussi des échelles validées pour nous aider à évaluer la douleur. Ça, c'est très, très important, surtout si on a un patient qui est admis pour lequel on instaure un nouveau traitement, on essaie différents médicaments pour soulager la douleur. On va être capable de comparer de façon un petit peu plus objective, hein, tu sais, comme avant le traitement, est-ce que le traitement a vraiment aidé? Fait que si on se fie juste comme un petit peu à notre intuition, c'est pas toujours, c'est important, mais c'est une partie de l'évaluation. Donc, on a aussi des échelles validées. Par exemple, chez les enfants, on va utiliser une échelle qui s'appelle le FLAC. Puis ça, c'est une échelle qui va être beaucoup basée sur justement le faciès, est-ce que l'enfant pleure, comment est-ce que le corps bouge, et ça va nous aider à évaluer des signes d'inconfort. Puis, y a-t-il des différences majeures en termes de médication qui est utilisée chez, pour faire encore la différence entre les enfants et les adultes, ou ça reste pas mal les mêmes molécules? C'est très, très similaire en termes de molécules. Donc, surtout les molécules qu'on utilise pour la douleur aiguë, la douleur chronique, l'anxiété, c'est vraiment les mêmes médicaments. Je vous dirais que les grandes différences, c'est que en soins palliatifs pédiatriques, on est quand même assez habitué à utiliser des molécules plus pour l'irritabilité neurologique, que peut-être on utilise un petit peu moins en adulte, parce qu'on a plusieurs patients avec des atteintes neurologiques sévères. Puis, en pédiatrie, tout est dosé pour le poids. Hein? Fait que c'est sûr que les doses sont différentes. Fait que ça, des fois, ça fait peur aux médecins adultes parce qu'ils sont comme, OK, c'est la morphine, mais là, j'en donne combien? Parce qu'en adulte, c'est vraiment, OK, ça, c'est la dose adulte. Puis là, on va ajuster selon la réponse. Mais en pédiatrie, ça peut faire une grande différence. Évidemment, la dose de morphine qu'on donne à un petit bébé, c'est pas la même qu'on donne à un adolescent. Fait que tout est dosé pour le poids. Il peut aussi avoir certaines différences dans la façon dont les médicaments sont métabolisés chez les bébés, par exemple les nouveau-nés ou les bébés prématurés. Donc ça, on en tient compte. Mais c'est beaucoup les mêmes médicaments. Ouais. Beaucoup les mêmes outils. Ouais. Tu sais, on parle de morphine, c'est comme tout le monde. Morphine, quand on parle de soins palliatifs, on utilise la morphine, la méthadone, les anxiolytiques. Donc c'est souvent la pierre angulaire de nos traitements. Comment qu'on intervient auprès des enfants en général? Tu sais, c'est sûr que... Quelle est l'approche qui est utilisée ou comment vous vous y prenez? Tu sais, j'imagine que ça doit être un peu... C'est sûr que c'est différent là, au niveau... auprès des enfants. Hein? Ouais, donc ça va dépendre, je serais pas tellement de l'âge, mais plus de l'état développemental de l'enfant. Donc, on va vraiment s'ajuster à l'état développemental de l'enfant. On est toujours dans une approche bienveillante, centrée sur l'enfant. Donc, je vous donne un exemple. Au phare, quand l'enfant vient pour la première fois, c'est des questions qu'on va poser. Qu'est-ce qui intéresse votre enfant? Comment est-ce qu'on va savoir si l'enfant est pas content, s'il est pas capable de s'exprimer? Est-ce que c'est un enfant qui pleure, qui crie? Est-ce que c'est un enfant qui va rire quand il est content? Fait que ça, c'est important. Puis de connaître un petit peu leur capacité et leur intérêt. Et là, on va y aller selon ça. Donc, tu sais, si on a un enfant qui adore les Legos, tu sais, moi, j'essaie toujours de trouver un in. Tu sais, c'est quoi son intérêt? Que ce soit les jeux vidéo, les Legos, la musique. Souvent, je vais utiliser cet intérêt-là pour apprivoiser l'enfant. Puis encore une fois, je reviendrai sur le respect de l'autonomie et de la dignité de l'enfant. Tu sais, on va toujours, même pour les enfants qui peuvent pas consentir, hein, qui n'ont pas 14 ans, en pédiatrie, on a un concept qui s'appelle l'assentiment. Fait que c'est une façon d'aller chercher le, tu sais, d'impliquer l'enfant qui peut pas nécessairement consentir aux soins, c'est de donner des choix, de leur laisser un peu d'autonomie, c'est quand même important. Avec un enfant, par exemple, de 4 ans, tu sais, on va pas lui demander s'il veut recevoir son vaccin, s'il a besoin de son vaccin, tu sais, mais on peut lui demander sur quel bras, on peut être avec un toutou, on peut faire la distraction. Fait qu'il y a différentes façons d'aborder l'enfant. Puis je vous dirais, c'est quand même une force au phare parce qu'on a des accompagnateurs, une psychoéducatrice, des spécialistes en loisirs adaptés qui sont vraiment excellents pour faire des plans d'intervention qui respectent les intérêts et les capacités des enfants et qui sont aussi dans le développement de l'enfant. On est aussi dans le développement des capacités, hein, parce qu'on n'est pas nécessairement en fin de vie imminente. Fait que ça fait partie de notre approche aussi. Puis les parents, comment est-ce qu'on accompagne un parent qui a un enfant malade ou un enfant en fin de vie? Il y a différents volets à l'accompagnement. C'est difficile d'imaginer la réalité de plusieurs de ces parents qui prennent soin de leur enfant. Souvent, c'est les enfants avec des pathologies complexes. Le parent
il devient le médecin, l'infirmière, la physiothérapeute, Ouais. le nutritionniste, tu sais, puis ils en prennent soin 24 heures par 24, sur 24. Des fois, ils ont de l'aide du CLSC, mais pas toujours. Puis des fois, c'est quand même assez limité. Donc, pour nous, c'est important qu'on puisse leur redonner un petit peu leur rôle de parent. Au phare, une des façons qu'on le fait, c'est en offrant du répit. Donc, pour moi, en tout cas, le répit, ça fait partie intégrante des soins palliatifs pédiatres. Donc, on offre 30 nuitées de répit par année pour que les familles puissent prendre leur souffle. Des fois, c'est aussi simple que je peux travailler un peu, je peux faire l'épicerie, je peux prendre une douche, je peux dormir parce que, tu sais, ces parents-là, des fois, ils dorment pas parce qu'ils sont comme hyper vigilants sur les symptômes de leur enfant. Fait que ce manque de sommeil-là, il devient cumulatif. Il y a des impacts financiers, il y a des impacts psychosociaux sur le couple, la fratrie aussi. Tu sais, des fois, c'est les grands oubliés. Fait que si les parents peuvent amener l'enfant malade en séjour de répit, ben, ils peuvent passer du temps de qualité avec la sœur ou le frère. Fait que ça, c'est une façon. On offre aussi un accompagnement psychosocial. Donc, ça, c'est pas tellement mon rôle, mais on a une excellente équipe d'intervenants psychosociaux qui offre un accompagnement tout au long de la trajectoire de la maladie. Au phare, par exemple, on a des ateliers d'aide à la décision complexe qui sont offerts par l'équipe psychosociale. Parce que ces parents-là, encore une fois, sont confrontés à des décisions extrêmement difficiles. Fait que c'est un type de soutien qu'on offre. Ouais. Et comme médecin, ben, je suis là pour accompagner à travers la trajectoire de la maladie sur c'est quoi les symptômes, à quoi on peut s'attendre, c'est quoi les outils qu'on a pour soulager. Puis c'est vraiment de voir comme l'enfant dans sa globalité. Et je pense que c'est important aussi de dire que les recommandations médicales, pour moi, c'est important qu'elles soient basées sur ben, c'est quoi les objectifs de cette famille-là? Ouais. C'est quoi les objectifs? C'est quoi leurs souhaits? C'est quoi leurs valeurs? C'est important d'apprendre à les connaître pour pouvoir par la suite offrir des recommandations qui sont vraiment comme centrées sur la famille. Ouais. Parce que moi, je disais, oui, on fait des soins centrés sur la famille, mais si on veut que ça soit vraiment centré sur la famille, il faut comprendre ces éléments-là. Donc, on part par ça. C'est tellement beau, je trouve. L'approche en soins palliatifs, je trouve tellement que c'est global, justement. Vous l'avez tellement bien dit là, depuis le début, je trouve. Là, c'est le respect de la personne, le respect de la famille. C'est vraiment de travailler en équipe avec l'enfant malade, avec justement les parents qui sont là, qui soutiennent l'enfant au quotidien. C'est vraiment beau. Oui, tellement. Et puis, il faut dire, on a quand même le luxe de pouvoir prendre le temps. Oui. Je reconnais, j'ai travaillé dans un hôpital pédiatrique, puis c'est vrai qu'aux soins intensifs, on court partout, on a plusieurs patients. Le spécialiste, le neurologue, ben, il s'occupe du cerveau, le néphrologue s'occupe du rein, puis c'est tout à fait normal. Mais nous, on a le luxe justement de pouvoir s'asseoir pendant 40 minutes, 1 heure, puis vraiment prendre le temps. Et on ramène l'information recueillie aux autres membres de l'équipe traitante, en fait. Fait que, ouais, c'est ça. C'est quand même un rôle qui est important. Avez-vous l'impression de faire une réelle différence au quotidien pour ces familles-là? Je pourrais pas dire non, sinon je serais pas là. C'est la mission, c'est la raison pour laquelle je fais ce travail-là. Oui, absolument, parce que les parents le disent. Puis, tu sais, c'est pas à moi de dire, ah oui, je pense que j'ai fait un bon travail. Puis oui, des fois, c'est important aussi que nous, en membres de l'équipe, on valide ce qu'on fait, puis mais on l'entend des parents. Ouais. Merci d'avoir été là. Je sais pas comment est-ce qu'on aurait fait ça sans vous. Vous étiez les seuls, tu sais, comme c'est vous qui avez compris quand on a dit qu'on voulait plus qu'elle souffre, puis qu'on voulait plus qu'elle ait tous ces traitements-là qui donnent plein d'effets secondaires. Vous l'avez compris. Vous avez toujours agi dans le respect de ma fille. Vous l'avez traitée comme une petite fille, pas juste comme un patient ou comme un diagnostic. Fait qu'on l'entend. Et on offre aussi un suivi de deuil. Ça, c'est tellement, tellement essentiel pour les familles parce que ça ne s'arrête pas. Tu sais, comme les familles qui sont tellement accompagnées, puis après le décès de l'enfant, il y a comme une coupure dans leur rôle parental, mais aussi avec tous les membres de l'équipe qui étaient là pendant des années. Fait que c'est important qu'on continue à leur offrir un soutien parce que ça ne s'arrête pas au moment du décès de l'enfant. Il y a tout un autre processus. Tout ça à traverser qui est vraiment, vraiment
facile. Non, effectivement. Et trouvez-vous qu'au Québec, il y a assez de services pour les soins palliatifs pédiatriques? Ou, j'imagine qu'il pourrait toujours en avoir de plus, mais trouvez-vous qu'il y a un gros manque ou si si vous arrivez, là, l'équipe médicale, les professionnels, à quand même répondre aux besoins de toute la population? Je pense qu'on répond quand même bien aux besoins, mais comme tu as très bien nommé, c'est toujours une question de ressources, de financement. Est-ce que ce serait le fun d'avoir un deuxième fort? Peut-être. Je pense qu'on est quand même assez chanceux parce que on a 2 CHU pédiatriques avec des équipes interdisciplinaires spécialisées en soins palliatifs pédiatriques. Fait que ça, c'est absolument génial. Je pense que où on peut vraiment faire du chemin, c'est dans l'accompagnement communautaire et l'accompagnement à domicile des enfants. Parce que, tu sais, on parle tout le temps d'accessibilité. Il faut que ces soins-là soient accessibles. Fait que, premièrement, ça prend des intervenants qui n'ont pas peur d'en parler, qui n'ont pas peur d'introduire le concept de soins palliatifs aux familles. Et ensuite, si on l'offre, on doit être capable de l'offrir, ce soutien-là. Et pour les familles qui veulent rester à la maison, qui ne sont pas nécessairement dans des centres urbains, je pense que ça, c'est un défi. On a des équipes, des CLSC de soins à domicile qui sont incroyables, qui vont aller à domicile, tout ça, mais veut pas, c'est très, très difficile de développer une expertise en pédiatrie si on voit un enfant par 2 ans. Donc, c'est normal. Donc, nous, on est là un peu, les spécialistes qui sont plus dans les hôpitaux et au phare, on est là pour les soutenir, les appuyer, mais je pense qu'on a du chemin à faire là-dedans. Parce qu'il y a des familles qui voudraient rester à la maison, mais pour différentes raisons ne peuvent pas rester à la maison. Fait que ça, je pense qu'il y a du travail à faire. Par manque peut-être justement de services des professionnels. Exactement. Puis c'est très hétérogène selon où on est dans la province. Puis ça devrait pas dépendre de ton cas de poste, mais malheureusement, c'est le cas en ce moment. Puis au niveau peut-être plus personnel, vous, dans votre travail au quotidien, y a-t-il des choses qui vous marquent vraiment ou que c'est plus un défi en tant que médecin là, en pédiatrie? Oh, ça, c'est une bonne question. Ça peut être lors d'un décès ou... C'est sûr qu'on n'est jamais désensibilisé, puis on ne devrait jamais l'être. C'est toujours un enfant qui décède. C'est contre l'ordre naturel des choses. Donc, c'est toujours des moments très tristes, mais je suis quand même marquée par la résilience des familles. Ah ouais. Tout le temps, c'est un honneur de travailler avec ces familles-là. Ces familles... Tu sais, des fois, j'arrive en plein milieu de la nuit pour un constat de décès, pour accompagner une famille en fin de vie. Puis, tu sais, les parents me remercient. Puis, je me dis, my God, comment est-ce qu'ils peuvent, tu sais, comme ils pensent à moi dans ce moment-là où, tu sais, ils reviennent avec des cadeaux pour l'équipe, où il y a une maman, là, c'est incroyable. Elle a fait comme des petits paniers pour d'autres enfants. En fait, son fils est décédé au phare, puis elle, maintenant, a fait des petits paniers pour d'autres parents qui vivent la même chose. Donc, des petits paniers avec du thé, des chocolats, des petites douceurs. Fait que le fait que cette maman-là, dans ce deuil profond, elle dit, moi, je vais faire quelque chose de positif pour d'autres parents, je vais aider d'autres parents. Moi, je trouve ça absolument remarquable. Fait que moi, je suis toujours touchée par le courage et la résilience des parents. Tu sais, nous, je me dis, mon Dieu, quelle journée, c'est une grosse journée. Puis là, je me dis, mon Dieu, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils les parents-là. Donc, c'est très inspirant, finalement. Oui, parce que ça doit être épouvantable à vivre, là, honnêtement, en tant que parent. Tu sais, tantôt, vous avez nommé là, les défis des parents, puis on dirait, je peux pas m'imaginer, ça doit être épouvantable. C'est sûr. Tu sais, quand tu as d'autres enfants en plus, là, justement, souvent, il faut que tu arrêtes de travailler, là, tu as cette pression-là financière. C'est comme des vagues qui n'arrêtent pas de... Ouais. Donc, c'est ça. Notre équipe psychosociale, comme j'ai dit, font un travail exceptionnel pour soutenir ces familles-là, parce qu'on ne peut pas changer la réalité, mais on peut faire on peut quand même les enrober d'un peu de douceur puis un peu de ouate. Tu sais, on ne change pas le chemin, mais on enlève les cailloux. Tu sais, il y a différentes façons de le dire, mais c'est un peu ça notre rôle. Ah oui, vraiment. Puis, et je me demandais, est-ce qu'il y avait de l'aide financière justement aux familles qui vivent des moments difficiles comme celui-là?
Donc, ça dépend. C'est beaucoup nos travailleurs sociaux qui vont aider. Différentes familles vont être éligibles à différents services, différentes prestations. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Mais je l'ai pas dit, là, je l'ai omis, mais c'est quand même important. Tous les services du phare sont offerts gratuitement. Donc, ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et quand la famille vient, par exemple, pour un séjour de gestion de symptômes fin de vie, on prend en charge les repas. Fait que tout ça est pris en charge par le phare. Mais c'est ça. Pour les autres services, prestations, c'est vraiment du cas par cas. Ça dépend vraiment de la situation familiale. OK. Et tu sais, c'est dommage parce que souvent, c'est toujours compliqué. Tu sais, il y a des demandes à faire au gouvernement. Là, il faut t'envoyer toutes sortes de papiers. Il faut que tu ailles souvent un papier médical, tu sais, qui dit que l'enfant est malade pour telle raison. Après ça, tu sais. Fait que La procédure est complexe, puis c'est lourd. ouais. Ça ajoute comme un fardeau supplémentaire aux parents. C'est la réalité qui fait en sorte que, tu sais, c'est très, des fois, c'est très catégorique, les soins, c'est les services auxquels on a le droit. Puis, si on est dans une trajectoire de soins palliatifs, on a droit à certains services, mais si on est juste dans la maladie chronique, on n'a pas droit. Fait que ça, c'est très, très difficile parce que nous, on essaie de faire comprendre, mais non, ces enfants-là, tu sais, comme, c'est pas nécessairement un pronostic de 3 mois au moins, mais ils ont tellement une fragilité que ça pourrait comme un peu arriver n'importe quand. Si l'enfant attrape un virus, ben, il peut avoir une dégradation rapide qui mène à un décès, mais parce qu'ils rentrent pas dans ce cadre de comme un peu plus de soins palliatifs adultes, de pronostic de 3 à 6 mois, ils n'ont pas le droit au service. Fait que ça, c'est frustrant parce qu'on se dit, my God, c'est tellement juste comme une définition étroite, puis que, tu sais, ces enfants devraient pouvoir avoir accès à ces services-là. Mais oui, c'est difficile à naviguer là-dedans. Fait qu'une chance qu'on a nos équipes puis nos intervenants qui nous aident là-dedans. Ouais. Peut-être en terminant, est-ce que vous auriez un message à dire aux familles, peut-être qui traversent cette épreuve-là ou qui vivent avec un enfant malade ou Ben merci de nous faire confiance. Même si on peut jamais comprendre vraiment votre réalité, on est là pour vous. Il y a des gens qui sont à l'écoute, il y a des gens qui veulent aider. Puis vous n'avez pas besoin de traverser ça tout seul, parce qu'il y a des personnes qui veulent aider, qui veulent vous accompagner, puis on est là pour vous. Oui, pas hésiter, je pense, à demander demander de l'aide. Ça arrive des fois qu'on a des parents justement qui ont, tu sais, à l'hôpital, souvent les parents se parlent, puis on parlait à un autre parent qui a bénéficié du phare. Fait que là, la demande est du parent. Fait que ça, c'est toujours intéressant quand les parents s'informent, puis ils vont chercher. Mais je voudrais qu'ils savent qu'on est là, puis on est prêt à aider. Oui. Bien, en tout cas, moi, je trouve que ça paraît que vous faites ce travail-là parce que vous avez l'air passionné, tu sais, vous avez l'air vraiment à aimer ça. C'est beau de vous entendre parler comme ça des soins palliatifs pédiatriques, malgré que c'est un contexte tellement Merci. J'espère que c'est le message transmis parce que les gens, c'est sûr que quand ils entendent soins palliatifs pédiatriques, c'est triste, c'est sombre. Et c'est vrai, on a des moments de tristesse énorme, mais on vit beaucoup de moments de joie aussi, de magie. Et je pense que c'est important de mettre l'emphase là-dessus aussi. Tu sais, l'enfant qui est là en ce moment, c'est le moment présent. Au phare, c'est la vie qui prime. On est dans le jeu, on est dans l'enfance et c'est ça. Ben merci beaucoup. Merci Dr. d'avoir Baronne. accepté notre invitation, Dr. Baronne. C'est un honneur pour nous de vous recevoir. Et à tout le monde, merci. On se revoit pour un prochain épisode. Bye!